I miei cognati latte di richiamo, Ah, ecco, latte i di tuoi richiamo, cognati, sì, sì, sì. poi mi fa lavare sotto la maniera, no? Ma quanto tempo su per giù avanti la tragedia? Guarda, se si ricorda, più di un anno, Più di un anno più di prima. un anno. E poi Quando ho avuto latte di richiamo io non lavoravo all'ascensore, no, lavoravo a caricare il materiale assieme con gli altri. Sì, 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 sì. Je me souviens que Yanetta vivait dans une attitude presque de somnambule. Il était absolument affolé. Et des voisins, tous ses voisins, petit à petit, ayant appris les circonstances de l'accident, m'ont carrément dit qu'ils voulaient le lyncher. Il avait demandé, je sais, avant la catastrophe, très longtemps avant, il avait demandé à l'ambassade du Canada son immigration et on a essayé de demander l'accélération des processus d'immigration pour qu'il puisse partir, lui et sa femme. C'était un homme très simple, mais il était presque comme un somnambule pendant tous les jours et les semaines qui ont suivi. Il y a en Belgique des gens qui disent que le casier a donné de l'argent à Antonio pour qu'il parte au Canada. Est-ce que c'est vrai? No. C'è della gente in Belgio, qui, infatti a Marcinello, che dicevano che il Bois di Casier ti aveva pagato per te fuggire al Canada. È vero questo? No, no. Per venire al Canada ho pagato quel po' che io avevo sprampiato. Sono venuto qua, avevo lavorato 4 anni, sono venuto qua, mi sono rubato $300. Ho pagato il viaggio tutto di tasca mia. Giusto mi avevano dato 1000 franchi alla settimana, me li portavano e dicevano sono 1000 franchi solo per te. Ma io non avevo il coraggio di dire chi me li dava. Non so se me li mandava il governo o me li mandava la compagnia, non lo so, no. Les conditions de sécurité au charbonnage du bois du Casier en 1956. Le bois du Casier était classé en 3e catégorie des mines à grisou, c'est-à-dire en catégorie des mines à dégagement instantané, mais pour une partie seulement de son gisement, le restant étant classé suivant les règles de la 2e catégorie. Néanmoins, bien qu'en classé en 2e catégorie, le bois du Casier n'était pas très grisoteux. En ce qui concerne maintenant l'application générale des règlements miniers, l'inspection était exercée par l'ingénieur de district, M. Dassar, que vous avez d'ailleurs vu sur l'écran, et par un délégué ouvrier à l'inspection des mines, qui faisait des visites régulières dans le charbonnage du bois du Casier. Les rapports que cet ingénieur et ce délégué ouvrier à l'inspection des mines adressaient à leurs supérieurs étaient des rapports normaux et n'ont jamais signalé des situations anormales. Ce qui concerne le problème de sécurité dans l'ensemble des charbonnages, il faut d'abord dire au départ que l'industrie charbonnière est peut-être la seule qui a, depuis plus ou moins 70 ans, des délégués ouvriers à l'inspection des mines. Et depuis environ 40-50 ans, ces mêmes délégués sont présentés par les organisations syndicales seules. Évidemment, les nominations se font par le gouvernement. Et le mandat de délégué à l'inspection des mines a d'une durée de 4 années. Ce qui veut dire que ces ouvriers à l'inspection des mines sont toujours sur le qui-vive si leur mission n'est pas remplie d'une façon normale, régulière et saine, de se voir retirer le mandat, même par leur propre organisation syndicale, en cours d'exercice ou même en fin d'exercice. Et ainsi, par exemple, depuis 1948, dans chaque siège, et au casier également, il existait un comité de sécurité et d'hygiène. Et en plus, un service de sécurité. Au-delà de cette instance locale, il y a, et l'instance locale se réunit chaque mois, et chaque fois que l'exige un incident ou un accident d'une certaine importance. On l'examine, on en recherche les causes pour éviter. Et ce comité, les gens du comité, et même les travailleurs en général, s'ils constatent un manquement quelque part dans un point, ils peuvent toujours le signaler aux membres du comité. Est-ce qu'on avait constaté des manquements au casier? Pendant et avant l'accident du bois de Casier, le service de sécurité fonctionnait, les comités fonctionnaient,
Et nos délégués, dans l'intérieur du siège, bien sûr, il y a toujours des problèmes, puisque les charbonnages de l'époque ne sont pas les charbonnages d'aujourd'hui. La technique a évolué en 20 ans d'une façon très poussée, et il faut admettre qu'il y avait, après, encore en plus, ajouter que 1956, c'est quand même 10 ans seulement après la guerre et en pleine bataille du charbon. On a essayé de redresser l'industrie charbonnière. Évidemment, la sécurité n'a pas été, je ne peux pas dire qu'elle a été mise à 100% parfaitement partout. On a fait le maximum et il y avait certainement plus à faire, des améliorations à ajouter que nous avons d'ailleurs dénoncées à l'époque. Alors, Monsieur Dauge, que pensiez-vous de la sécurité au bois du casier? Écoutez, la sécurité à l'époque était comme dans tous les autres charbonnages. C'était le 3e charbonnage que je faisais depuis mon arrivée en Belgique. Et j'ai travaillé comme bout de feu au bois du casier. J'ai miné dans le charbon, au poste de nuit. On devait attendre que tout le personnel de nuit soit remonté pour miner. Et il n'y avait aucun ouvrier de jour qui descendait tant qu'on n'avait pas prévenu la surface. Et ça m'est arrivé un jour. Nous avons eu un petit pépin dans le fond. Enfin, c'était pas un accident, c'était simplement des fils qui ont cassé de mine. Nous avons miné en retard. Eh bien, les gens du matin sont descendus certainement vers 8h15, 8h30. Et M. Calicis n'a laissé descendre personne, tant que nous n'avions pas prévenu la surface que le tir de charbon était fait. Donc, la sécurité, comme dans tous les autres charbonnages, pas plus ni moins. Cause et circonstances de la mort des victimes. Les mineurs ont tous été intoxiqués par l'oxyde de carbone. Et à 700, ils l'ont été après des temps relativement courts, entre autres pour 765, 715, par des fumées qui ont remonté le puits d'entrée d'air, à contre-courant donc, et qui se sont introduits dans l'entrée d'air de 765. Quant aux ouvriers, au personnel de 1035, comme on le sait, le ventilateur, le court-circuit d'abord, le court-circuit d'aérage, il s'est produit environ 1 heure après la catastrophe, a eu pour effet de faire stagner l'air et les fumées dans cet étage, ce qui explique l'inscription de Gonnet sur label. Mais les fumées ont dû envahir très rapidement tout l'étage vers 2 heures, au moment où là on a remis le ventilateur en route pour chasser le bouchon de fumée qui se trouvait à 170 et pour pouvoir accéder ainsi à 715. Tout l'étage a dû être envahi très brutalement parce que Gonnet est retrouvé à 400 mètres de l'endroit où il a inscrit son message et les 50 personnes qu'il dit être avec elle sont là-bas et tout en tas, ce qui veut dire qu'aucune n'a eu la réaction de se sauver d'un autre côté. Ça veut dire que la mort a été très brutale. Le point de vue des ingénieurs. Il est exact que j'ai beaucoup hésité avant d'accepter de participer à cette émission. 2 possibilités se présentaient pour exprimer à nouveau l'indignation ressentie par tous les ingénieurs belges d'ailleurs à la suite des conséquences de cette catastrophe. Première opportunité était de refuser de participer à cette émission. La seconde était au contraire de profiter de cette émission pour expliciter les raisons de notre amertume. Et c'est finalement la voie que j'ai choisie. Aussi, je vous dirai tout de suite qu'il n'est pas possible d'accepter qu'un ingénieur, que nous nommerons M. Calicis, dont on a vanté les éloges, les mérites, dont on a reconnu qu'il respectait la législation. Il n'est pas possible d'accepter qu'un ingénieur de ce type soit condamné, uniquement pour assouvir et pour apaiser l'agitation, bien compréhensible d'ailleurs,
résultant d'une telle catastrophe. De plus, il n'était pas possible, et il n'est pas possible non plus d'accepter qu'à la suite de cette catastrophe, l'interprétation apportée à la législation du travail a été telle que tous les responsables et les ingénieurs en particulier se trouvaient en perpétuel état de culpabilité. L'ensemble de ces phénomènes a créé une psychose extrêmement défavorable, extrêmement déplaisante, et en tout cas peu profitable à l'expansion et à la productivité. Les suites judiciaires. Le tribunal correctionnel de Charleroi a connu longuement de cette affaire et avait acquitté tous les inculpés. Il y avait, nous ne les citons pas, mais enfin... Disons 4 ou 5 inculpés. La Cour d'appel de Bruxelles a réformé le tribunal correctionnel et a prononcé la condamnation du directeur des travaux du fond. Alors, entrer dans le débat des responsabilités à la fin de cette émission, c'est bien complexe, car il y a 150 pages de décision judiciaire si nous prenons rien que le jugement et l'arrêt de la Cour. La Cour d'appel de Bruxelles a dit que le système cage libre, en lui-même, devait susciter une mauvaise compréhension des risques de mauvaise interprétation et que c'était dès lors une infraction. Une infraction qui était renforcée par 2 circonstances qui s'ajoutaient au système des cages libres en lui-même. La première, c'est que les communications téléphoniques se faisaient non pas directement avec l'encageur, mais bien avec l'aide encageur, qui transmettait à Yanetta. Et la seconde, c'est que les deux ouvriers qui travaillaient, aide encageur et encageur, pouvaient s'absenter ensemble. C'est ça. Alors, si nous examinons la philosophie de l'arrêt, son option fondamentale, c'est de dire la cage libre est dangereuse. Et le juge du tribunal correctionnel, lui, avait dit, mais vous savez, dans cette affaire, il y a quand même une hypothèse qui nous paraît très vraisemblable et qu'on ne peut pas écarter. Et cette hypothèse, en tout cas, elle ne nous permet pas de condamner parce que, sur le plan notamment de la causalité, il n'est nullement certain que nous faisons la preuve que, même si on avait réformé le système de cage libre, l'accident ne serait pas survenu. Le juge dit, c'est très possible, il y a des indices, et il y a des indices d'autant plus nets que Yanetta lui-même a rappelé qu'on travaillait beaucoup plus vite au fond qu'à la surface. Et alors, la Cour d'appel de Bruxelles s'est, semble-t-il, bien rendu compte de l'importance de cette circonstance et de la faute qui pouvait avoir été commise, grossière alors à ce moment-là par les ouvriers, mais elle a dit, moi je me place à un échelon supérieur, il y avait quand même des dangers qui s'étaient révélés, on aurait dû réformer, n'est-ce pas, et prendre un autre règlement. Merci, monsieur Ancar. Évolution des conditions de sécurité après la catastrophe. Depuis Marcinelle, la législation en de nombreux points a encore été améliorée. On a, dès 1977, promulgué des arrêtés royaux sur la prévention des incendies. Dès 1957. On a également promulgué des arrêtés sur la lutte contre les incendies. On a promulgué un arrêté sur le port obligatoire des masques ACO. Par la suite, on a encore amélioré les règlements dans tous les domaines possibles. Nous avons également continué les recherches scientifiques, et notamment dans la question des bandes transporteuses qui sont génératrices d'incendies. La doctrine belge est à l'avant-plan dans les études de la CECA. Enfin, nous avons renforcé le contrôle, et notamment le nombre de délégués, qui était, à l'époque de Marcinelle, à peu près de 1 délégué pour 3 sièges, et maintenant, nous avons plus de 1 délégué par siège. Je crois que cet ensemble de mesures prouve que tout a été mis en œuvre pour qu'une catastrophe comme Marcinelle ne se reproduise plus. Au niveau européen, monsieur Leclerc. Eh bien, après la catastrophe de Marcinelle, il y eut une conférence sur la sécurité qui a réuni les délégués des pays de la CECA et des étrangers, les sommités étrangères. Cette conférence a pris 308 résolutions
qui ont été appliquées en général par les gouvernements et particulièrement bien par le gouvernement belge. La conférence a ensuite été continuée par l'organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille, qui est maintenant étendu, dont la compétence est étendue à toutes les industries extractives, sécurité et salubrité. Cet organe permanent a pris quelques 350 résolutions qui ont été transmises directement au gouvernement et qui, pour la très grosse majorité, 99%, sont passées dans les règlements. On peut donc dire que les conséquences de la catastrophe de Marcinelle, au point de vue réglementation européenne, sont malheureusement bénéfiques. Il a fallu malheureusement une catastrophe, mais que actuellement l'Europe est en tout cas réalisée sur ce plan de la sécurité dans les mines. Je vous en avais parlé à 20h, mais je voudrais vous le rappeler parce que vous avez été nombreux à nous appeler au téléphone. L'émission de Christian Druit sur la catastrophe de Marcinelle, du bois du Casier, que vous venez de voir, en fait a été réalisée en 1976. Et le débat auquel vous avez assisté, débat en résumé d'ailleurs, a été en direct à ce moment-là aussi, a eu lieu en direct, mais en 1976. Et c'est parce que cette émission... Les victimes allongées sur les civières sont recouvertes d'une simple couverture. Mais il y a une femme italienne qui a décidé qu'on avait retiré le corps de son mari. Et elle s'est amenée avec un ballot. Donc, elle voulait qu'on habille avec ses beaux habits le corps de son mari pour l'enterrer. Elle s'est amenée à la grille avec un ballot et elle s'est mise à faire un chavannet terrible, à hurler, tant et si bien, enfin, vraiment hystérique, tant et si bien qu'il a été décidé de la faire entrer, peut-être l'amener à une infirmerie ou quoi. Et nous étions là, les journalistes étaient là, les caméramans étaient là. Et il y a 2-3 gendarmes qui, au moment où on a fait entrer la femme, elle dit, s'il y en a un seul qui prend une photo, je le démolis et son appareil. Les photos sont souvent éloquentes, pleines d'émotions, et beaucoup de photographes, la plupart d'entre eux, font d'ailleurs preuve d'une grande pudeur. Camille Detros est un de ces photographes-là. Prendre une photo comme on en a pris, j'étais vraiment... Ça me peinait beaucoup. Il y avait dans leurs yeux une lueur d'inquiétude. Une lueur... C'était vraiment impressionnant. J'avais peur de le photographier. J'étais gêné de le photographier. Ça, c'est... On n'oublie pas ça. Non. Vous avez pris des photos tout de même? J'ai pris des photos, mais sans me montrer, en me cachant plus ou moins. Vous savez, c'est pas facile. Je voudrais bien que vous me parliez de cette photo-ci. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, celle-ci? Ben, la lueur, le regard qui est vraiment malheureux, qui interrogateur, qui se demande ce qui se passe de tristesse dans les yeux des parents ici, désormais. Mais vous n'étiez pas gêné par moment de prendre ça? Si, j'étais gêné de prendre ça. Si, d'ailleurs, je la prenais comme ça, cette photo. Je l'ai prise comme ceci. Au lieu de la prendre comme ceci, ou comme ça, vous pouvez la prendre comme ça, ou la prendre comme ceci. Je l'ai prise comme ceci. Donc, vous mettez l'appareil comme ça, et vous voyez l'image ici dans l'objectif. Et alors, vous regardez devant, et vous photographiez sans regarder le public. Ce 14 août, les sauveteurs continuent leur inlassable remontée des cadavres. La figure des sauveteurs en dit long sur leur
Marcinelle le 15 août. C'est aujourd'hui l'Assomption, les journaux ne sortent pas de presse, mais qu'importe, les nouvelles restent les mêmes, elles se répètent désespérément. Tout le monde attend, une attente qui ne s'accompagne même plus d'un infime espoir. Tout le monde sait qu'au bout de la galerie, la mort est au rendez-vous. Les journalistes meublent cette interminable attente en cherchant ce que l'on appelle en termes de métier les à côté. À cette occasion, j'avais retrouvé un mineur, un jeune mineur français. C'était un fils de petit fermier français et qui, lui, n'était pas attiré par l'agriculture et avait préféré choisir le travail de la mine. Et donc, toutes les semaines, il venait travailler à la mine et puis il repartait passer le week-end chez lui. Et il avait une chambre, donc, en ville, à Marcinelle. Et ce jour-là, il a dit une chambre qu'il partageait avec un autre mineur. Et ce jour-là, son copain avait préparé son briquet, et sa gourde, etc., pour descendre. Et a voulu le secouer en lui disant « Mais viens, il est l'heure ». Et lui, s'est levé en maugréant. Et puis a dit « Non, je sens pas aujourd'hui, je n'y vais pas ». Et il s'est recouché. Et c'est comme ça qu'il a échappé à la catastrophe. Depuis les premiers jours, la vie s'est organisée autour du bois du Casier. Une vie qui a parfois des aspects sinistres avec ses milliers de curieux perchés comme des vautours sur les collines entourant le charbonnage. Moi, ce qui m'a frappé, en plus du côté morbide, catastrophique, inéluctable presque, malgré les efforts héroïques des hommes, c'est le côté mercantile qui a envahi très vite le carreau, on dit le carreau je crois dans le Hainaut, hein, le carreau du charbonnage et ses environs. C'est-à-dire qu'on a vu très vite, comme c'était l'été, les baraques à frites, les marchands de Coca-Cola, les marchands d'esquimaux, etc. Et en fait c'était normal, parce que toutes ces familles qui étaient là devaient manger, avaient soif, et on ne pouvait pas faire grief aux gens de devenir un peu comme à la foire. Est-ce que les journalistes participaient à ce côté mercantile? Alors, mais nous savons que notre métier est déjà un peu mercantile. Alors, nous étions là, évidemment, pour couvrir l'événement, mais nous vendions du papier. Ce lundi 18 août 1956, les sauveteurs ont enfin pu prendre pied à l'étage 375 de la mine. « 18 août. Après des jours d'attente interminables, il y a du neuf à Marcinelle. Les sauveteurs ont pris pied sur la cage accidentée à 975 mètres. La vision des sauveteurs est apocalyptique. C'est un véritable enchevêtrement de poutrelles, de wagonnets et de pierres. On commence enfin à comprendre les causes de la catastrophe. Un wagonnet dépassé de la cage au moment où celle-ci a démarré. Le wagonnet est venu frapper une poutrelle. Sous le choc, cette poutrelle a sectionné un fil électrique, une conduite d'air comprimé et une conduite d'huile. Sous l'effet de l'arc électrique, l'huile s'est enflammée. La température dégagée par cet incendie devait être terrible. La catastrophe est horrible pour tous, mais comme toujours en pareilles circonstances, certaines familles sont plus touchées, comme si la malédiction devait, au prix d'une sordide concurrence, l'emporter sur le destin déjà tragique. Lorsqu'on a pris connaissance des nouvelles, on a vu 3 fois le nom de Gonnet apparaître. On ne savait d'ailleurs pas, à ce moment-là, si c'était le père et ses 2 fils, si c'était des frères. Et fort de l'adresse qui nous avait été transmise, je crois à Wilborough, nous sommes partis en voiture à Wilborough pour prendre des nouvelles, des informations auprès de la famille. Et à Wilborough, il n'y avait personne. On nous a dit « Ah non, ils sont chez des amis, plus près du charbonnage ». Effectivement, c'était dans une petite maison sur les hauteurs de Marcinelle. La veuve Gonnet, il faut bien le dire, était en larmes dans l'état que vous devinez. Et nous avons demandé pour avoir les photos. Et elle nous a donné les photos, les sanglots, les larmes. Et il y avait une atmosphère de deuil indescriptible. Mais le fait que le père et ses 2 fils, si jeunes à l'époque, descendant encore à la mine, et là, travaillant pour la première fois, ça c'était un souvenir très pénible, mais marquant.
Pour René-Pierre Asquin, alors rédacteur en chef à l'Indépendance, le fait le plus marquant et sans aucun doute le plus tragique de ces abominables journées, c'est l'obsession bien compréhensible d'un père mineur de vouloir absolument franchir les grilles du charbonnage pour retrouver son fils resté prisonnier du casier. Nous n'avions jamais que des histoires tristes. Nous faisions pleurer les gens, mais nous ne devions pas forcer un quelconque talent pour atteindre à ce résultat. Il suffisait de raconter exactement ce qui s'était passé. Alors, ce qui était poignant, c'était bien sûr ce qui se passait à la surface. Ces femmes, ces enfants, ces hommes qui attendaient et qui étaient sans nouvelles. Ou bien le porion Hendrix d'Ampremy qui arrive un jour et qui dit « Mon fils est dans la mine, je suis un ancien mineur, j'exige de pouvoir descendre dans la mine. » On n'a pas labré pendant 2-3 jours inouïs et finalement on l'a laissé descendre. Et puis c'est son fils Hendrix, un autre de ses fils, qui est venu lui aussi dire « Je veux descendre ». On l'a laissé descendre. Et j'ai vécu moi cette scène épouvantable. Le deuxième fils qui remonte, il a été en 975 et là il a trouvé le corps de son frère. Et il remonte et à ce moment-là son papa et sa maman sont là sur le carré de la porte. Deux journalistes qui ont suivi de près les événements, René Hénoumont et Pierre Bellemare. 19 août, Marcinelle. 1035, tout le monde se raccroche désormais à ce chiffre, c'est l'objectif à atteindre, c'est là que se trouve le plus grand nombre de mineurs. On sait désormais que l'on ne les sauvera pas, mais on espère toujours, et les sauveteurs font tout pour arriver à 1035. L'atmosphère angoissante, la foule accrochée aux grilles dans l'attente d'une nouvelle, la chaleur, le courage des sauveteurs, tout cela a marqué ceux qui étaient à Marcinelle en août 56. Mais cette catastrophe a aussi déclenché une solidarité spontanée. Les éditions Dupuis, par exemple, à Marcinelle, vont éditer un fascicule vendu au profit des victimes du bois du casier. René Hénoumont, alors rédacteur en chef à Moustique, a été l'une des chevilles ouvrières de ce numéro spécial. J'avais donc conçu le projet de faire un numéro spécial du Moustique parce que nous ne pouvions pas couvrir l'événement à chaud dans la mesure où nous étions périodiques. Je m'en suis ouvert à la direction, c'est-à-dire à M. Charles, à M. Paul et à M. René, puisque la maison Dupuis était une maison très, très familiale, n'est-ce pas, et très, très paternaliste. Et ils m'ont dit oui tout de suite. Et je crois même qu'ils ont décidé ce jour-là d'un tirage très important. Ils ont décidé un tirage de 300 000 exemplaires. L'album se vendait 15 francs. La totalité du tirage a été écoulée en 4 ou 5 jours. Et tout le profit de la vente et tout le bénéfice de la vente a été offert aux familles des victimes. L'émoi provoqué par la catastrophe de Marcinelle a franchi les frontières. En France, c'est une véritable chaîne humaine qui s'est créée à l'initiative de Pierre Bellemare dans son émission Vous êtes formidable sur Europe numéro 1. Bellemare et son équipe vont récolter 28 millions de francs français. Mais pour Pierre Bellemare, ce formidable élan du cœur appelle une réflexion. L'humanité peut être formidable quand elle donne et abjecte quand elle reçoit. Écoutez-le. C'est curieux, même encore aujourd'hui, au bout de 30 ans, j'ai toujours tendance un peu à sous-estimer la générosité des gens, parce qu'on a toujours peur de ne pas convaincre. Bon. Mais en fait, les gens, c'était extraordinaire. Bon, ils arrêtaient la voiture à tous les mètres. La voiture ne pouvait pas avancer, c'était effrayant. Effrayant, non, formidable, mais effrayant par rapport à tout ce que nous avions dit sur l'antenne. On annonçait, la voiture est à Caen, elle était à 100 km de Caen. Bon. À cause, tout simplement, des gens qui donnaient. Et on ne va pas refuser à des gens, ouais, il faut qu'on soit à Caen, je ne prends pas votre enveloppe, c'était impossible. Bon. Donc, toute cette générosité extraordinaire faisait que la voiture prenait du temps sans arrêt. Et moi, je dis, à un moment donné, il y a une seule solution, je vais partir très en avant de la voiture. J'avais une voiture décapotable avec un mégaphone, c'était tout ce que j'avais comme matériel. Et on est parti, donc, à Caen. Et il y avait déjà à Caen une heure et demie qu'on aurait dû y être. Quand je suis arrivé, moi, bon, la voiture était encore loin d'y être. Je suis arrivé sur la place de la Poste, noir, mais noir de monde. Je suis avec mon petit mégaphone, ma petite voiture, je me suis mis debout sur la voiture. Bon, je dis voilà, mesdames et messieurs, j'ai expliqué ce que je vous explique tout de suite.
La générosité des gens est tellement extraordinaire que la voiture avance à peine. Donc, nous avions fait des prévisions, elles sont complètement dépassées. Bon, et je vous le dis tout de suite, vous allez encore avoir une bonne heure à attendre si vous voulez donner votre enveloppe à la voiture. Et je comprendrai ceux qui n'auraient pas la patience d'attendre, parce que je n'en voudrais pas, parce que c'est comme ça. La place n'a pas bougé d'un millimètre, pas une vague, rien. Silence absolu, parfait. Et pendant 1 heure, les gens parlent entre eux, mais calme, complètement calme. Bon, ont toujours attendu. Ça faisait donc 2h30 à peu près qu'ils attendaient. Quand enfin, la voiture est arrivée. J'ai dit, alors maintenant, voilà, vous avez attendu 2h30, c'est absolument formidable. Si je vous demandais de vous mettre de telle manière, de manière à défiler le plus vite possible et à ne pas encore augmenter le retard de la voiture, puisqu'il y a d'autres villes, bien entendu, qui sont tout aussi en retard. Nous corrigeons sur l'antenne, mais on n'arrive pas à corriger complètement. Alors je vais vous demander de vous mettre de telle manière, de manière à passer le plus rapidement possible dans la voiture, à donner votre enveloppe et à ce que la voiture puisse repartir le plus vite possible. Et je le garantis, cette place où il y avait des dizaines de milliers de personnes, 10 minutes après, la voiture était repartie et les gens avaient donné. Et ce qui est étonnant, c'est qu'1 an plus tard, à l'occasion d'une fête, qui n'avait strictement plus rien à voir avec Marcinelle, bon, j'ai été sur cette même place, et là, il y avait du monde pour cette fête, et il y avait une voiture... 6h30, n'est-ce pas? Notez bien, je suis malentendant, je l'entends quand même, mais de bruit, il y en a. Hein. Plus que le début. 21 août. Aujourd'hui à Marcinelle, les sauveteurs ont pu prendre pied à l'envoyage de 975 mètres, c'est-à-dire là où le feu s'est déclaré. Malgré les éboulements nombreux, les sauveteurs progressent et ils vont faire une macabre découverte. Ils ont retrouvé le corps du recarreur Albert Gérard. Son corps est presque intact, il est mort intoxiqué par l'oxyde de carbone à l'étage de 907 mètres. Il y a donc peu d'espoir que 100 mètres plus bas, à 1035, on retrouve des survivants. Cette fois, le dénouement est proche. Les journalistes sont d'ailleurs revenus en masse à Marcinelle. Demain, le 22 août, on doit, en principe, commencer l'exploration de l'étage 1035 et tout le monde est maintenant certain qu'au bout, la mort sera au rendez-vous. Ils espéraient qu'on n'allait pas leur dire qu'on avait identifié un des leurs parmi ils espéraient toujours, malgré tout. Mais ceux à qui on disait, à qui on avait appris, ben écoutez, bon, et qui repassaient les grilles, parce que ceux-là, on les amenait, hein, tant qu'on a pu le faire, pour voir. Les dernières équipes de sauvetage n'ont découvert que des cadavres au fond de la mine. Voici le dernier épisode de ce drame. Marcinelle, le 22 août. L'heure est grave. 3 équipes de sauveteurs viennent de visiter les dernières galeries. Ils n'ont découvert que des cadavres. Il n'y a donc plus d'espoir à 1035. Tout le monde est mort, tutti cadaveri. Rien que des cadavres. Tout est donc fini à Marcinelle. La nuit où l'on a appris que le sauvetage ne donnerait plus rien, on a vu remonter, je pense qu'il était 2h du matin environ, on a vu remonter l'Allemand Langer et Galvan, l'Italien, qui étaient les chefs de file des cordées qui venaient de descendre, pas les cordées, c'est en alpinisme, mais enfin de l'équipe des sauveteurs. Et leurs mots, ils sont sortis pratiquement en même temps. L'Allemand Langer a dit « alles tot » et l'Italien Galvan a dit « tutti cadaveri ». Ça se passait d'interprètes, on avait tous compris. Et peu de temps après, c'est le ministre Léon-Élie Troclet de Liège, qui était le ministre du Travail à l'époque, est venu à rassembler une quinzaine de journalistes, ceux qui étaient de planton là-bas. Il nous a dit à tous autour de lui, « Messieurs, vous pouvez l'annoncer maintenant, il n'y a plus aucun espoir. » Le bilan définitif de cette tragédie, 13 rescapés seulement et 262 morts. Personne n'oubliera Marcinelle.
Place maintenant au théâtre